Je commence par l'idée centrale. Négociation ou attaque? Le guide suprême a affirmé que l'attaque risquait de déclencher une guerre régionale. Pourquoi ne dirait-il pas ça? Bien sûr qu'il ne l'a pas dit, mais nous avons les plus grands et les plus puissants navires du monde là-bas, très près. Dans quelques jours, et j'espère que nous conclurons un accord. Si nous n'en concluons pas, alors nous verrons s'il avait raison ou non. En Israël, la situation est interprétée ainsi, cette semaine. En théorie, l'approche de Washington pourrait être la diplomatie, mais en même temps, un message très clair est envoyé à Téhéran. Prenez Trump au sérieux. Cette idée reflète l'approche de nombreux acteurs du système de défense. Après l'ultimatum précédent, Trump a attaqué. Il vaut mieux que l'Iran ne le sous-estime pas, au moins nous avons déjà un précédent. Il suffit de regarder ce qui s'est passé il y a un mois au Venezuela, après des semaines entières d'aller et venir. On négocie, on ne négocie pas, au final, eh bien, nous avons déjà vu ce qui s'est passé. Voilà l'atmosphère en ce moment. C'est-à-dire, il laisse la porte ouverte à la discussion, mais avec une main sur la poignée et l'autre main tenant le marteau. Et maintenant, qu'est-ce qui bouge alors sur l'échiquier en ce moment? Aujourd'hui, la marine des États-Unis a intercepté et abattu un avion iranien de type Shahed qui s'approchait du porte-avions, l'USS Abraham Lincoln, qui est actuellement stationné dans la mer d'Arabie. D'après le CENTCOM, un F-35C a abattu l'avion qui manœuvrait de façon hostile et sans intention claire près du groupe du porte-avions. Et le problème avec ce genre d'événement, c'est que l'un d'eux peut facilement devenir le déclencheur d'un conflit immédiat. Compte tenu de la délicatesse de toute cette situation, passons au sujet des discussions. On parle d'une rencontre directe à Istanbul ce vendredi même entre l'envoyé américain Steve Witkoff, Jared Kushner et le ministre iranien Abbas Araghchi. Cependant, aujourd'hui, de hauts responsables iraniens ont menacé de se retirer des négociations. Il n'est pas encore clair ce qui a motivé ces menaces. Ensuite, l'Iran a déclaré qu'il demandait que les discussions aient lieu à Oman et non à Istanbul, et qu'elles se tiennent uniquement avec les États-Unis sans l'intervention de pays arabes ou musulmans. Par rapport à tout cela, cet après-midi, un porte-parole de la Maison-Blanche a affirmé que les discussions restaient d'imprévu pour vendredi. Les informations sont très fragmentées, ils ne s'accordent pas actuellement. Tous les messages sont contradictoires et la réalité c'est que tout cela est très incertain. Et ce qui est intéressant du point de vue israélien, c'est qu'Israël ne reste pas en dehors comme un simple spectateur. Virkov et Kushner, qui sont arrivés en Israël ce matin, rencontrent le Premier ministre, le chef d'état-major et le chef du Mossad, avant la tentative de réunion de vendredi avec l'Iran. Cela, traduit en langage courant, signifie qu'avant de nous asseoir avec l'Iran, nous voulons nous mettre d'accord avec Israël. Et cela ne se fait que si l'on souhaite s'accorder sur certains sujets avant d'arriver à la table des négociations. De plus, en Israël, on demande que tout accord ne se concentre pas uniquement sur la question nucléaire, mais inclut également celle des missiles balistiques. Si l'on restreint une partie mais laisse l'autre intacte, le danger ne disparaît pas, il change seulement de forme. Du côté iranien, il reste ferme. Une réunion n'aborde que le nucléaire, jamais les missiles. Et cela, nous montre déjà où sont les limites. Et pourquoi, au final, cela finit-il par être si difficile et si complexe? Parce que les analystes pensent que tout cela ne sert qu'à permettre aux États-Unis et à Israël de placer leurs pions et de préparer la contingence. Passons maintenant à la préparation militaire. Les États-Unis installent des défenses aériennes au Moyen-Orient avec des systèmes comme le DAD ou le Patriot. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce sujet, le Patriot est un système de défense conçu pour intercepter les menaces aériennes, y compris certains types de missiles. Le DAD est un système conçu pour intercepter les missiles balistiques à une phase élevée de leur vol. C'est-à-dire qu'il prépare les deux systèmes pour contrer les deux types de menaces majeures que possède l'Iran. En résumé, quand on déplace des défenses de cette manière, ce n'est pas simplement pour des exercices militaires, c'est parce qu'on part du principe que, s'il se passe quelque chose, la réponse peut inclure des missiles, des drones, des attaques en vague, et il est donc nécessaire de protéger les bases, le personnel et les alliés. Et à cela, ajoutez que des forces navales et aériennes sont en train de se déplacer et de se positionner ici dans la région.
Les États-Unis ont déployé 2 sous-marins aux côtés du groupe de porte-avions Abraham Lincoln dans la mer d'Arabie. Un sous-marin, le SSGN de classe Ohio, qui était déjà présent dans la région depuis plusieurs jours. Un sous-marin qui, en configuration d'attaque, peut transporter plus de 150 missiles, les fameux Tomahawk. Mais maintenant, un autre sous-marin s'ajoute, le SSN de classe Virginia, qui peut également lancer des Tomahawk et opère avec des torpilles, en plus d'être une plateforme de renseignement et de présence silencieuse. L'idée clé ici, un porte-avions représente la puissance aérienne, tandis que 2 sous-marins à missiles incarnent une force discrète sans besoin de s'annoncer. Ils se déplacent dans un silence total. C'est le genre de pièce qu'on utilise quand on veut avoir la capacité de frapper rapidement, sans avertissement préalable et avec beaucoup de force. On se demande alors, si tout cela est diplomatique, pourquoi tant de puissance et de mouvement ? Mais avant de commencer, je voudrais vous raconter l'histoire de cette fiole qui m'a vraiment étonné et je pense que vous devriez la connaître aussi. Cette fiole renferme une histoire incroyable qui était inconnue jusqu'à présent. À l'intérieur se trouve de la terre du mont du Temple à Jérusalem, sauvée par des archéologues après que des milliers d'années d'histoire aient été réduites en ruines. C'est notre chance d'empêcher l'histoire de disparaître. Démarrez l'année avec un lien personnel avec Jérusalem. Cliquez sur le lien dans la bio ou scannez le code pour profiter d'une offre spéciale. Eh bien parce que dans ce genre de crise, la diplomatie ne fonctionne pas sans pression. Et la pression, c'est justement ce que nous sommes en train de voir sur le terrain. Et alors vient le 3e élément qui attire beaucoup l'attention. L'avion CR-135U, selon les rapports d'hier, un 135U est parti d'Okinawa et on estime qu'il se dirige vers la base aérienne d'Al Udeid au Qatar. C'est important parce qu'il n'existe que 2 avions de ce type dans le monde. Tous 2 opérés par les États-Unis, ils sont uniques en leur genre. C'est une plateforme conçue pour détecter, analyser et caractériser les systèmes radars ennemis, recueillir des signaux et établir la signature électronique de ce que possède l'adversaire. En d'autres termes, c'est comme transporter un microphone sophistiqué pour écouter le champ de bataille avant même que l'action ne commence sur le terrain. D'après l'expérience, ces mouvements sont rarement liés à un éventuel événement, mais plutôt à une volonté d'anticiper ou parce que l'événement a déjà lieu. Avançons. Ce week-end, plusieurs explosions ont été signalées dans diverses villes iraniennes à quelques heures d'intervalle. Aucune revendication. Il y a des versions contradictoires. Certains disent que c'était des fuites de gaz, d'autres disent que c'était des accidents industriels, d'autres encore disent que cela ne ressemble pas à un accident. Aujourd'hui, un incendie impressionnant a également été signalé, qui est encore en cours à l'heure actuelle et qui reste toujours sous enquête. Ici, je serai responsable. Avec des informations fragmentées, il est impossible d'affirmer avec certitude. Il faut donc rester prudent et attendre l'évolution de la situation. Nous savons que le sujet a pris de l'ampleur. Il s'est même retrouvé mêlé à des rumeurs de tentatives d'assassinat visant d'importantes personnalités, dont le commandant naval des gardiens de la Révolution, Ali Reza Tansil. Et ce qu'il fait lui-même après ces rumeurs est très révélateur. Il sort avec un message d'unité, accuse les ennemis de mener une guerre médiatique et appelle les gens à ne pas sombrer dans le désespoir. Cela nous dit 2 choses. D'abord que le régime est préoccupé par la narration, et ensuite que le régime sait quel est son point le plus fragile. Ce n'est plus seulement le militaire. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran, et cela se relie à quelque chose qui a été mentionné dans différents rapports à Téhéran. Le scénario est vu comme existentiel, non comme un simple affrontement, mais comme un choc. Pour eux, cela peut définir l'avenir et la survie du régime iranien. Aujourd'hui, le haut conseiller de l'ayatollah Ali Khamenei est apparu à la télévision d'État iranienne en uniforme militaire, pour la première fois depuis très longtemps. Son message était explicite. La situation dans notre région exige un message indiquant que nous sommes prêts pour un conflit militaire. Ce furent ses mots en arabe. Il a précisé qu'il ne s'agit pas d'un théâtre symbolique ou politique, mais d'un message opérationnel, affirmant que le port de l'uniforme en lui-même fait partie du signal. Et pendant que cela se passe, un autre détail clé apparaît pour comprendre le moment.
Des images satellites rapportent une activité dans 2 installations nucléaires iraniennes qui avaient été bombardées l'année dernière, Ispahan et Natanz. Les images montrent que de nouveaux toits en tôle sont en train d'être construits sur des bâtiments qui avaient été endommagés. Et cela s'est décrit comme la première activité importante détectée par les satellites dans ces installations depuis la guerre des 12 jours l'année dernière. Pourquoi est-ce important ? Eh bien parce que si l'Iran essaie de récupérer des matériaux, de nettoyer, de cacher, de protéger ou de déplacer des choses, cela peut signifier qu'ils essaient de réorganiser leurs capacités sous la pression qu'ils subissent actuellement. Évidemment, il ne s'agit pas de toits en tôle pour protéger les lieux contre un missile. Évidemment, ce n'est pas pour cela, mais ce sont simplement des couvertures pour empêcher les satellites des États-Unis et d'Israël de voir ce qui se passe en dessous. Et quand un pays fait cela tout en s'asseyant à la table des négociations, ce que l'on voit, c'est une négociation sous la menace, une menace réelle. Bien, quelque chose d'important. Si vous souhaitez suivre de près ce qui se passe en Israël, ici dans la région, alors abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo. Passons à Israël, où un événement majeur se déroule. Le blocus de l'information a été levé concernant une visite de très haut niveau aux États-Unis. Le chef d'état-major, le lieutenant-général Eyal Samir, s'est rendu ce week-end pour une visite express. Une visite rapide, intense, de 2 jours, et il a eu des discussions franches avec les Américains, y compris sur la question bien sûr de l'Iran. Et il n'était pas seul. Plusieurs hauts responsables ont voyagé avec lui, y compris le commandant entrant de l'armée de l'air israélienne, Omer Tischler, le chef de la division de planification, Gedi Zimmerman, ainsi qu'un officier des opérations de renseignement, un général de brigade. Il faut aussi rappeler que le chef du renseignement militaire, Shomi Binder, s'est rendu aux États-Unis pour discuter d'une éventuelle attaque. Des réunions avec des responsables du Pentagone et de la Maison-Blanche. Donc tel que c'est, la lecture semble très claire. Ce n'est pas une question d'un appel Zoom. C'est un face-à-face parce que la coordination nécessaire dans ce cas, si la crise devient incontrôlable, doit être énorme. Elle doit évidemment être très bien faite et planifiée. Et quand en Israël on dit qu'il n'y a pas d'alternative à une conversation individuelle, c'est parce qu'il parle de décisions majeures. Pendant que le front Iran-États-Unis-Israël évolue, la guerre à Gaza persiste. Aujourd'hui, j'ai 2 nouvelles à vous annoncer, liées à un sujet plus large, contrôle, frontières et sécurité. D'abord, allons à Rafah, le passage entre Gaza et l'Égypte, qui a rouvert dans le cadre du cessez-le-feu avec le Hamas, mais ce n'est pas une réouverture simple et facile. L'idée, c'est la suivante. Du côté de Gaza, il y a un contrôle des passeports, une supervision d'un organisme de l'Union européenne et des opérateurs palestiniens identifiés avec l'autorité palestinienne participent. Tout cela pendant qu'Israël surveille à distance depuis un poste de contrôle situé à quelques centaines de mètres en utilisant la technologie sans présence physique au point de passage. Ce n'est pas un détail technique, c'est le modèle que l'on essaie de construire, de mettre en place permettant la circulation, mais sans perdre le contrôle de la sécurité. La réouverture est approuvée, selon les rapports, sous pression des États-Unis pour avancer vers la prochaine phase de l'accord. Et nous devons dire que cela est lié au retour du dernier otage tombé qui manquait, le Rangvili. Il est mentionné que pour l'instant, cela fonctionne comme un projet pilote. D'abord quelques dizaines de personnes, puis quelques centaines de passages quotidiens par jour, avec une capacité, évidemment, de s'étendre petit à petit. Alors oui, Rafah rouvre, mais il rouvre avec des petites restrictions. Nous avons aussi la question du tunnel de Khan Younes. On a signalé la découverte d'un itinéraire de tunnel souterrain qui s'étend sur des centaines de mètres. À l'intérieur, on a trouvé 3 zones de type habitation et un arsenal. Regardez la liste pour que nous comprenions ce que cela signifie dans le contexte du cessez-le-feu. 45 grenades, 35 chargeurs, 10 fusils des roquettes, lance-roquettes et des lance-roquettes, 10 engins explosifs, 6 gilets pare-balles. Il est dit que les troupes israéliennes l'ont démantelé lors du cessez-le-feu. Cela, encore une fois, nous montre la réalité, même avec des accords, même avec des pauses.
L'infrastructure terroriste est toujours là et chaque découverte de ce type est un rappel de pourquoi la sécurité sur le terrain ne peut pas être signée. Permettez-moi maintenant de relier ces points pour conclure cette vidéo. Nous vivons donc sur un échiquier à 3 couches simultanément. D'abord une diplomatie affichée, ensuite une forte accélération de la préparation militaire, enfin l'instabilité interne et la guerre narrative en Iran. Et la question qui reste est, les négociations en Turquie, ou peu importe où elles auront lieu, sont-elles une issue ou simplement la dernière tentative avant un coup? Je pense que la clé réside dans une chose. Quand on voit des défenses, des chars, des sous-marins, des porte-avions, des avions de renseignement se déplacer dans toute la région, ce n'est pas du théâtre. Et je le répète, nous avons déjà le précédent du Venezuela. Et vous et moi avons été témoins de la façon dont tout cela s'est terminé. Cela ne veut pas dire qu'il y aura une guerre demain, mais cela signifie que la marge d'erreur devient de plus en plus petite. Voilà pour les mises à jour d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a été utile, si elle vous a aidé à vous informer, alors abonnez-vous et faites-le moi savoir dans les commentaires. Pensez-vous que cela finira par un accord ou qu'une grande escalade est imminente? N'oubliez pas le like. À bientôt.